Bonsoir à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Sens Public. On est ensemble tous les jours du lundi au jeudi à 18h et 22h pour donner du sens à l'actualité. Et voici le sommaire de ce lundi 13 février. Mettre le pays à l'arrêt le 7 mars. C'est le rendez-vous donné par l'intersyndicale après les manifestations de samedi. Violence verbale à l'Assemblée nationale. Coup de téléphone d'Elisabeth Borne aux leaders syndicaux ce week-end. Silence d'Emmanuel Macron. Stratégie de la NUP. Beaucoup de thèmes passionnant à aborder juste après ces titres. Et puis pour notre débat volontairement décalé de l'actualité du jour, c'est un chiffre que je vous propose. 97 comme le nombre de détenus condamnés pour terrorisme sortis l'an dernier de prison après avoir purgé leur peine. Ils étaient moins nombreux les 2 années précédentes. Ils seront encore une centaine cette année. Qui les surveille? Comment savoir s'ils ont renoncé au terrorisme islamiste? Que faire aussi des femmes et des enfants récemment rapatriés des camps de Syrie? Ne ratez pas l'analyse de nos experts dans 45 minutes. Mais d'abord, donc, cette réforme des retraites et le compte à rebours lancé à l'Assemblée, dernière semaine de débat avant que la loi n'arrive au Sénat, et le climat social qui se durcit. Jonathan Dupriez. Mesdames et messieurs les députés... La pression s'accentue sur l'exécutif. L'intersyndicale, toujours unie contre la réforme des retraites, semble ouvrir la voie à un durcissement du mouvement et appelle à mettre la France à l'arrêt le 7 mars prochain. Un ultimatum implicite adressé au gouvernement pour qu'il retire son projet de réforme, inacceptable pour certains ministres. Soit vous retirez votre réforme, parce que c'est cela que cela veut dire, c'est-à-dire vous retirez l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans, soit nous bloquons le pays. Cette logique-là n'est pas recevable. Les concessions ne peuvent pas être à sens unique. Nous avons fait des gestes, nous avons fait des ouvertures. La Première ministre a cessé de dialoguer avec les syndicats. Et c'est au Parlement désormais que se joue le débat, que se joue le sort du texte. Sauf que l'incertitude plane sur l'issue des débats au Palais Bourbon. Il ne reste qu'une semaine pour examiner les 15 000 amendements déposés par l'opposition. L'article 7 de la réforme sur le report de l'âge légal pourrait ne pas être débattu par les députés. Le gouvernement et les syndicats dénoncent cette obstruction parlementaire, de la France insoumise notamment, qui risquerait selon eux de confisquer le débat démocratique aux Français. Nous souhaitons qu'il y ait un vote sur l'article 7, que chaque député puisse s'exprimer pour pas que, à la fin des débats, certains nous disent « Ah mais moi j'ai jamais voté pour l'allongement de l'âge de la retraite ». Parce qu'il n'y aura pas eu de vote. Comme pris en étau entre le débat parlementaire et la rue, le gouvernement tente toujours de jouer l'apaisement. Elisabeth Borne a appelé plusieurs responsables syndicaux en ce sens, sans toutefois faire vaciller l'union sacrée des centrales contre la réforme. Lors de la prochaine journée de mobilisation ce jeudi, les syndicats manifesteront à Albi dans le Tarn. Une manière de souligner leur unité, mais surtout d'insister sur l'ancrage du mouvement social sur l'ensemble du territoire. Les invités de ce premier débat, je vous les présente tout de suite. Anne-Charlène Bézina, bonsoir. Bonsoir Thomas. Bienvenue, vous êtes constitutionnaliste et maître de conférences en droit public. Frédéric Michaud, bonsoir. Bienvenue, bonsoir. Directeur du département opinion et politique de l'Institut de sondage Opinionway. J'accueille Maxime Kijou, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes chargé de recherche au CNRS, membre du laboratoire interdisciplinaire de sociologie économique au CNAM et spécialiste du travail et du syndicalisme. Et puis auteur de cette note récente pour le think tank Intérêt Général intitulée « Que peut l'État pour renforcer le syndicalisme ?» Mathieu Croissando, bonsoir Mathieu. Bonsoir Thomas. Éditorialiste politique, bienvenue à vous. Peut-être on va commencer par cette stratégie de l'intersyndicale, et puis ce qui est l'annonce principale du week-end, mettre le pays à l'arrêt le 7 mars. Anne-Charlène Bézina, est-ce que ça veut dire, on peut le lire de plusieurs façons, que les syndicats laissent aux parlementaires une chance de faire fléchir le gouvernement, ou alors qu'ils ne veulent surtout pas braquer les Français pendant les vacances scolaires? Un peu des deux, peut-être. Oh, sûrement un petit peu des deux, oui. En effet. De toute façon, le combat, c'est la popularité. Il faut absolument garder l'accroche populaire, il faut être soutenu par sa base. Et donc, on l'a vu, il y a une stratégie de l'intersyndicale qui fait d'ailleurs que les sensibilités des différents syndicats doivent s'harmoniser pour garder l'opinion avec le vent en poupe. Donc oui, on ménage le temps parlementaire, on ménage les vacances. Sur la question du temps parlementaire, il y a quand même une question qu'il va falloir qu'on se pose tous au bout d'un moment donné, c'est qui cristallise un petit peu ces débats au sein de l'Assemblée nationale? Est-ce que c'est vraiment les groupes d'opposition? En tout cas, on voit bien que l'intersyndicale a un discours et que les parlementaires en ont un autre, un style d'ailleurs qui est différent. Et donc, peut-être qu'il y a une question de relais de l'un à l'autre. Alors après, il y a aussi cette grande idée du blocage comme ultimatum, c'est-à-dire que plus vous laissez de temps, plus vous montrez que finalement
vous avez montré patte blanche au début et que maintenant, vous allez un petit peu durcir le ton. Donc je pense que c'est vraiment un travail sur le discours, un travail sur l'acceptabilité. Et au fond, voilà, pour le moment, ça a été gagnant. On va voir si cette deuxième étape est aussi populaire que les autres. Oui, Frédéric Michaud, le blocage du pays, parce que c'est un peu ce qui se profile à partir du 7 mars, même si on verra qu'il y a peut-être des divergences stratégiques d'un syndicat à l'autre. Mais en tout cas, c'est ce qui est annoncé. C'est peut-être un passage obligé pour faire plier un gouvernement, mais est-ce que c'est là que l'opinion bascule, si on regarde un peu dans le rétroviseur? Alors ça peut être effectivement un point de bascule. En réalité, on voit bien que la situation actuelle, d'une certaine manière, est bloquée. Oui. L'opinion publique, elle s'exprime par les sondages. On a toujours 2/3, quel que soit, depuis un mois, on a toujours 2/3 de la population qui est contre cette réforme. Il y a des petites évolutions, mais il n'y a pas de fléchissement ou d'augmentation majeure. L'opinion publique, quand elle s'exprime par la manifestation, suscite une forte mobilisation aussi. Et partout en France, ça a été dit dans le sujet et on l'a souvent détaillé dans ce... En face, le gouvernement fait des concessions qui sont vues par l'opinion publique, mais qui sont jugées insuffisantes. Parce que le cœur de la réforme, les 2 mesures principales, l'âge de départ à 64 ans et les 43 années de cotisation, ce sont des éléments non négociables, je reprends les termes de l'exécutif, qui sont précisément ceux que l'opinion publique juge le plus injustes et qu'elle voudrait voir retirés. Donc il y a une situation de bras de fer, de blocage, et pour en sortir, il peut y avoir la tentation pour les syndicats d'accroître la pression pour faire céder le gouvernement. C'est une stratégie qui est risquée, parce qu'en faisant cela, c'est-à-dire en créant des situations de blocage, une grève reconductible, par exemple, avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur la mobilité des Français, sur évidemment la dimension économique, et dans le contexte actuel de tensions inflationnistes, ce n'est pas neutre. Toutes ces conséquences-là pourraient faire reculer le soutien de l'opinion publique au mouvement. Donc les syndicats sont sur une sorte de ligne de crête. Il faut trouver un équilibre entre, d'un côté, accroître cette pression politique sur le gouvernement sans s'aliéner l'opinion publique. Oui, mais est-ce qu'ils ont vraiment le choix, Maxime Guijoux? Est-ce que pour faire plier un gouvernement, on peut, parce que là on a le sentiment que les journées d'action, de manifestation se succèdent. Souvent on peut dire qu'il y a une démonstration de puissance assez continue depuis quasiment un mois. Bon, et puis effectivement, les concessions, s'il y en a, vous l'avez dit, on a plus le sentiment qu'elles sont faites au parti LR qu'aux syndicats dans les négociations. Donc, est-ce qu'il y a une autre option que celle du blocage du pays dans une stratégie syndicale? Alors, dans un premier temps, j'aimerais juste réagir sur ce qui a été dit juste avant. Moi, je pense jusqu'à présent, il y a une grande victoire symbolique des syndicats pour 3 points. En fait, le premier point, c'est la victoire du nombre, puisqu'on a vu que les manifestations se maintenaient à des niveaux très élevés. Au niveau des sondages, il y a quand même, comme vous venez de le rappeler, un soutien de la population qui est extrêmement important. Je crois que ça n'a pas vraiment baissé du côté du monde salarié, qui est foncièrement opposé en fait à cette réforme. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la victoire de la crédibilité. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de stratégie de l'escalier de la part des syndicats qui consiste à aller marche après marche et d'éviter un mouvement fort et de grande ampleur tout de suite. Oui, c'est vrai, la stratégie de blocage, c'était pas dès la première semaine ou même la deuxième semaine. Là, et on voit justement qu'il y a encore une espèce de temporalité. Les syndicats jouent une temporalité tout à fait intéressante. Donc, une image de crédibilité, c'est-à-dire qu'on ne bloque pas justement le pays dans un premier temps. Et troisième point, une victoire symbolique de proximité. Il faut quand même le rappeler, après l'épisode des Gilets jaunes, où on avait dit que les syndicats étaient éloignés des territoires, éloignés des gens, etc. Là, on voit qu'il y a une forte mobilisation qui n'est pas simplement un appel à la mobilisation au niveau national, mais qui est un ancrage territorial de la part du syndicalisme. Et symétriquement, et je finirai là-dessus, c'est que forcément, le pouvoir apparaît isolé, puisqu'il y a le nombre, le fait de nombre, apparaît jusqu'au boutiste. La raison, la prudence du syndicalisme et de l'organisation syndicale fait que en face, le gouvernement apparaît jusqu'au boutiste. Mais ça pourrait basculer s'il y a des blocages et des blocages qui durent. La responsabilité du blocage, ça sera une vraie question. L'avenir nous le dira, mais j'ai l'impression que... Alors, je me tourne vers le spécialiste des sondages, mais qu'une grande partie des Français ne sont pas opposés à cette option-là. Alors après, il faudra se mettre dans le contexte, puisqu'effectivement, quand on a commencé à avoir des pénuries, on peut avoir un retournement de l'opinion, mais jusqu'à présent, je pense que cette stratégie de l'escalier du syndicalisme et des organisations syndicales est assez efficace, et même s'ils perdent à la fin que la loi passe,
je pense que ça sera moins une défaite du syndicalisme qu'une défaite démocratique. Mathieu, vous voulez intervenir? Pour abonder dans votre sens, moi je suis frappé par l'extrême sérénité de cet intersyndical, parce qu'on pourrait rajouter comme élément l'unité. Quand même, on a un mouvement uni depuis le début. Il y a des différences de stratégie, il y a des différences d'approche. Et on voit bien que tous ces gens-là arrivent à se parler. Les mots ont un sens. Et vous remarquerez que le mot qui est employé par les syndicats, c'est France à l'arrêt. Oui. C'est pas blocage. C'est une trouvaille de Laurent Berger pour éviter justement de braquer une partie de l'opinion. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de surprise dans la stratégie syndicale. C'est ça qui est frappant. C'est-à-dire qu'ils ont alerté le gouvernement à l'automne dernier en disant attention, ça passera pas. Laurent Berger l'a répété, répété à Elisabeth Borne. Ils ont dit on va mobiliser. Là, ils préviennent en amont, donc on n'est pas dans un mouvement un peu foutraque, radicalisé, avec des débordements. On n'en a pas vu d'ailleurs dans les manifs. On est dans un mouvement qui est plutôt serein, tenu avec, c'est vrai, des marches qui sont franchies. Alors, est-ce que ça créera un rapport suffisant, un rapport de force suffisant pour faire plier le pouvoir? Ça n'est pas sûr. On se souvient qu'en 95, qui est souvent l'exemple qu'on donne, tout ça dure 3 semaines, puisque ça commence de mémoire le 24 novembre et ça se résout à la mi-décembre, le retrait du plan Juppé. Là, on est sur du temps beaucoup plus long, mais face à un mouvement aussi serein et, j'allais dire, une force tranquille d'une certaine façon, avec un leader qui se dégage, qui est Laurent Berger, il faut le dire aussi. Je veux dire, c'est lui qui porte cette intersyndicale, parce que tout le monde fait son boulot, mais Philippe Martinez est plutôt sur le départ, et c'est la voix du syndicalisme réformiste, souvent accusé d'ailleurs de trahison par ses pairs, qui aujourd'hui oppose un discours très, très, très fort et très ferme face à cet exécutif. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? La patte Laurent Berger, en quelque sorte. Peut-être Frédéric Michaud là-dessus. Alors pour l'instant, c'est vrai, moi je note comme vous la grande unité du front syndical qui, lors des réformes précédentes, c'est quand il y a une cassure dans le front syndical que les réformes avancent. C'est quand le gouvernement arrive à s'allier avec une centrale syndicale en particulier. Donc ça, c'est évidemment un élément qui doit être pris en compte par le gouvernement. Ouais. Il y a aussi un conflit entre deux légitimités. Il y a la légitimité des parlementaires, il y a le temps politique, et puis il y a la légitimité de l'opinion publique dans les sondages et dans la manifestation. Et là, il peut y avoir des éléments de calendrier qui peuvent s'entrechoquer. On voit bien que les syndicats, avec habileté, enjambent les vacances scolaires pour ne pas reproduire ce qui s'était passé au moment des vacances de Noël, qui avait été quand même assez désastreux en termes d'image. Mais est-ce que le temps politique ne va pas prendre de court le temps de la manifestation et des syndicats? Mais je repose ma question un peu différemment, je reste avec vous. Est-ce que, parce que vous dites victoire syndicale, mais est-ce que pour autant le lien de confiance entre les Français et les syndicats, qui n'était pas tellement fort depuis quelques années, se renforce? Est-ce que vous sentez ça? Est-ce que vous sentez peut-être qu'il y a certains leaders, et peut-être Laurent Berger plus que d'autres, je ne sais pas, qui en tirent profit dans l'opinion? Alors pour l'instant, ce qu'on voit dans l'opinion, c'est qu'effectivement l'image des syndicats d'une manière générale se rehausse, que très clairement la responsabilité du conflit actuel est attribuée au président de la République à hauteur de 60% et seulement à hauteur de 20% aux syndicats. Donc là, la répartition des responsabilités est très claire et que pour l'instant, c'est plutôt le pouvoir politique, l'exécutif, la première ministre, le président de la République qui sont mis en cause, même s'ils ne sont pas dans une attitude totalement intransigeante. On voit qu'ils cherchent aussi à ouvrir les positions, à faire des concessions en restant fermes sur le fond de leur réforme. Donc on n'est pas, j'allais dire, dans une situation d'opposition extrêmement figée. On sent quand même une volonté de rechercher des compromis qui est d'ailleurs attendue de la part de l'opinion publique. Mais jusqu'à présent, c'est vrai que les syndicats, en termes d'image et dans l'opinion, jouent très bien. Et puis Anne-Charlène Bézina, on l'a dit dans le sujet de Jonathan Dupriez, la Première ministre a téléphoné aux principaux leaders syndicaux ce week-end, sauf que, je l'évoquais tout à l'heure, c'est d'abord avec LR qu'on a le sentiment que la négociation se fait depuis des semaines. On est dans une espèce de contresens ou de contre-emploi, d'une certaine
certaine façon. Alors c'est très compliqué aussi cette situation pour la majorité, parce qu'en fait on a un texte sur lequel la majorité s'engage, mais parce que c'était le texte présidentiel, il faut le savoir. On n'est même pas à 2 jours de la première manifestation qu'Emmanuel Macron nous dit attention, j'ai été élu là-dessus, donc j'irai jusqu'au bout. Donc ça c'est vraiment, on voit bien le message de l'exécutif. Donc il y a cette idée de tenir bon, puis en même temps seul, puisque on le sait bien, à part la majorité, personne ne soutient vraiment ce texte, donc il faut absolument des alliances. Et évidemment c'est plus opportun de parler à LR pour arriver à faire aboutir ce texte au Parlement que d'arriver à parler à un front syndical dont on l'a dit. Non seulement il est uni, il est représentatif du peuple français, mais quelles sont les marges de dialogue avec eux? Dès le départ, on le sait, à partir du moment où ça comporte un allongement de la durée de départ et des durées de cotisation, la discussion n'est pas possible. Donc de toute façon, on s'engageait forcément. De toute façon, c'est du dialogue de sourds. Voilà, que d'un côté, on dit c'est 64 ans et pas autrement, et de l'autre, on dit si vous touchez pas aux 64 ans, on peut pas discuter. D'où aussi l'espèce d'habillage de négociation qui s'est fait pendant tout le mois de décembre en nous disant on décale parce qu'on veut plus de temps pour la discussion, qui finalement tombe à l'eau, puisqu'on se rend bien compte que la discussion non seulement n'a pas eu lieu, mais de toute façon, de facto, n'était plus ou moins pas possible. Donc là, c'est vraiment la rencontre de 2 blocs. Alors, côté gouvernement, on mise sur d'éventuelles divergences au sein de l'intersyndicale. C'est ce que disait le ministre des Transports ce matin sur Europe 1. Écoutez. Je note aussi qu'il y a des différences ou des divergences entre organisations syndicales. J'écoutais Laurent Berger hier qui disait « Moi, je parle de la journée du 7 mars ». Et il assumait le mot, les termes d'une France à l'arrêt, mais il disait « C'est le 7 mars, c'est pas reconductible et pour plusieurs jours ». Et il y a d'autres organisations syndicales, je crois la CGT, qui envisage d'ores et déjà d'avoir plusieurs jours de suite, ce qui évidemment est très différent. Je note qu'il y a des différences, on le sait, d'histoire, de culture, de positionnement entre une CFDT qui a une culture de dialogue et de discussion, une CGT qui est plus radicale. Maxime Kijou, est-ce que dans les propos de Clément Beaune, on doit peut-être espérer que cette intersyndicale solide se fissure à partir du 8 mars? Est-ce que vous y croyez à ça? Alors, une fois de plus, c'est toujours difficile un peu de donner une projection sur ce qui va se passer, parce que là, on est ce qu'on appelle en sciences politiques dans une conjoncture fluide. C'est-à-dire qu'on peut pas savoir trop ce qui va se passer, mais on peut essayer d'émettre quelques hypothèses. Ça dépend déjà, premièrement, de la mobilisation du 7 mars. Est-ce que s'il y a vraiment un taux de grève et de grévistes très important, un arrêt plus ou moins prononcé du pays, eh ben, ça va avoir du poids, en fait, dans la continuité d'un mouvement et de la stratégie syndicale. La réaction du gouvernement va aussi beaucoup avoir d'importance. Mais pardon de vous interrompre, c'est sur le mot reconductible en fait. C'est ce qu'on a bien compris. Il peut peut-être y avoir des divisions ou des divergences, on va dire, entre j'ai l'impression jusqu'à présent que les uns et les autres en fait réussissent à avoir une espèce de partition multiple en fait au niveau syndical. Chacun est un peu dans une espèce de convergence des luttes et qu'on respecte en fait les modalités de lutte des uns et des autres. Et j'ai l'impression que ça va continuer. Alors moi, l'une des hypothèses que je peux émettre, c'est qu'il va y avoir une accentuation, on va dire, de la mobilisation, avec des journées de moins en moins espacées et avec peut-être, Laurent Berger nous surprend beaucoup, peut-être un appel à une reconduction au bout d'un moment, quand on voit qu'on est complètement dans l'impasse, une espèce de va-tout absolu qui ne serait pas complètement surprenant. On est vraiment dans ce que je disais tout à l'heure, une stratégie de l'escalier, marche après marche, mais qui pourrait s'accélérer en fait à un moment donné. Juste le dernier point là-dessus, c'est que il faut pas oublier, et c'est ça que je pense qu'il y a une grande sagesse syndicale aussi dans cette mobilisation, c'est que on veut pas jeter toutes nos forces dans la bataille, et on essaye de ménager les forces syndicales, les forces aussi des travailleurs, parce qu'on sait que ça a un coût la grève, et donc il y a toute cette idée-là de essayer de maximiser la lutte en fonction du temps de la lutte finalement. Mathieu, on va s'intéresser, on a commencé à parler de la stratégie du gouvernement, mais si on élargit à l'exécutif, ce qui vous frappe, c'est quand même la discrétion du président de la République. Oui, parce que lui qu'on a connu si volubile, si omniprésent sur tous les sujets, capable de tenir 5 heures sans fiche dans un grand débat ou de dégainer vidéo sur les réseaux sociaux pour nous parler d'écologie, de baccalauréat ou même de son chien Nemo. Là, il est où le TikToker en chef? Il a disparu. Quelques confidences auprès de journalistes, quelques conseils dispensés au Conseil des ministres, une justification à la sauce catalane depuis Barcelone le jour de la première manifestation à propos de cette réforme, vous y faisiez allusion Anne-Charlène, juste
responsable et démocratiquement validé, avait souligné le président. On a eu une petite mise en garde depuis Bruxelles pour que les syndicats ne bloquent pas la vie du pays, mais rien d'autre. Pourquoi cette discrétion? Est-ce que c'est de la prudence? Alors, Jean-Luc Mélenchon, l'adversaire en chef, j'allais dire, il voit un repli tactique. S'il avait le bon goût de parler, dit le leader des Insoumis, ce serait bien parce que ça améliorerait le niveau de mobilisation populaire. Je pense que c'est pour ça qu'il se tait, parce que c'est prudent de sa part. Alors, c'est sans doute vrai. Il y a une volonté de ne pas rajouter de l'huile sur le feu. Il y a une volonté de laisser la Première ministre jouer le rôle de paratonnerre que lui confèrent nos institutions. Il y a peut-être une volonté de ne pas se salir les mains, diraient les mauvaises langues. Le chef de l'État vague donc à ses occupations et sont essentiellement internationales, car toute sortie sur le terrain hexagonal risquerait de se transformer en prise à partie, voire en débat vif et profond parfois, avec le président. Mais qu'on se rassure, rassurez-vous tous, un article du Parisien ce matin nous explique que tout cela est pensé, que le chef de l'État suit tout ça de très près, en sous-main, les débats, la conduite des débats, la réforme, la conduite de la réforme, jusqu'à décider qui parmi les ministres sera autorisé à s'exprimer dans les médias, c'est dire. Alors on peut quand même considérer qu'effectivement ne pas apparaître en première ligne, c'est un bon calcul. Mais ça se veut sans doute malin, très malin, sans doute un peu trop malin même. Vous vous souvenez de cette phrase de Gilles Legendre, l'ancien député macroniste, on a fait trop intelligent, trop subtil, car enfin, s'il y a une partie de poker menteur qui se joue entre l'exécutif et l'opposition à l'Assemblée, les syndicats et les Français, eux, sont pas invités à la table. Et au sommet de l'État, personne ne les écoute, personne ne leur parle, à part 2-3 coups de fil d'Elisabeth Borne, mais surtout, personne ne les prend en compte. On est quand même à 4 journées de mobilisation qui ont mis à chaque fois plus d'1 million de personnes dans la rue partout en France. L'opinion publique, on en parlait, sondage après sondage, affiche son rejet de la réforme, mais aussi elle ne comprend pas l'utilité. Et on a des syndicats qui manifestent chaque fois dans le calme sans que jamais ne s'en trouve la moindre porte de négociation, voire même de discussion. Et on se dit que d'une certaine façon, ce président muet et ce gouvernement sourd ont quand même bien de la chance que les syndicats gardent leurs mains dans les poches et la tête sur les épaules, plutôt que de laisser éclater leur exaspération. Ils sont responsables pour 2, voire pour 3, si on y ajoute l'opposition, dans une singulière inversion des rôles. Anne-Charline Bézina, est-ce que c'est surprenant? Il y a plusieurs thèmes dans le papier de Mathieu, on va pouvoir s'appuyer dessus. D'abord, le silence présidentiel. Est-ce que c'est finalement surprenant dans un contexte comme celui-là, dans des réformes comme celle-là? Alors c'est surprenant par rapport à l'homme, comme vous l'appeliez, le TikToker en chef, et néanmoins pas particulièrement par rapport à la pratique de nos institutions, je crois. Je crois même que quand vous parliez de paratonnerre, on est complètement là-dedans. C'est-à-dire que la parole présidentielle, elle a à la fois ce faste qui fait qu'on l'attend et qu'on est toujours au premier rang pour la critiquer. Donc c'est très difficile de savoir quand la dégainer, et elle est vraiment réservée aux périodes de crise, aux périodes où on a besoin de l'unité nationale. On lui a beaucoup reproché d'ailleurs à la suite de la sortie des urnes de mai de ne pas avoir pris la parole plus souvent, de ne pas avoir donné le cap un petit peu outre cette réforme des retraites justement. Donc je pense que... C'était quand même, pardon de vous interrompre, moins vrai avec le quinquennat. C'est cette logique le passage au quinquennat, c'est-à-dire que ça expose quand même un peu plus le président de la République. Bien sûr, on a vu un Premier ministre qui était parfois qualifié de collaborateur par Nicolas Sarkozy. Enfin bref, il y a l'équilibre du duo s'est un peu transformé quand même. Oui, et notamment, c'est assez paradoxal de voir que le président ne prend pas la parole et que pourtant cette réforme lui est entièrement attribuée. Dans l'opinion, justement, je parle sous contrôle de monsieur, mais c'est ce que vous nous disiez, c'est lui qui prend cette responsabilité. Donc, comme vous le disiez, au fond, le président est conçu comme responsable de tout par les Français, et c'est sûrement la vérité, puisqu'on le sait, le cap gouvernemental, c'est le cap présidentiel, mais la posture d'aller au front, de prendre la parole, un 20h dans par exemple ces conditions, serait à mon avis vraiment de l'ordre de la communication de crise, donc on serait loin peut-être dans ce conflit, et je crois que c'est vraiment pas le message que le président a envie de donner. Frédéric Michaud, ce serait pas un bon conseil à lui donner à Emmanuel Macron de prendre la parole à 20h là? Pas de conseil à donner au chef de l'État, mais c'est vrai que le quinquennat expose davantage le président par la force des choses, surtout quand on a un Premier ministre ou une Première ministre qui est plutôt technique que politique, et surtout quand on n'a pas de ministre fort, de poids lourd au gouvernement qui sont en capacité de porter une retraite. En 2010, c'était déjà le quinquennat. Éric Woerth avait beaucoup plus de poids politique que peuvent en avoir les ministres qui, aujourd'hui, sont censés porter cette réforme des retraites. Donc, il y a aussi une différence qui est liée à la personnalité des ministres qui composent le gouvernement. Ce qu'on observe aussi, c'est que les codes de popularité du président de la République
comme d'Elisabeth Borne ont tendance à fléchir depuis le début du conflit et à retrouver des niveaux historiquement très bas. Et ça, si ce mouvement devait se prolonger, évidemment, ça enlèverait un petit peu plus de légitimité politique à l'action de l'un comme de l'autre. Oui. Mais lui aussi Mathieu peut garder stratégiquement ses cartouches. Bien sûr. Et on peut imaginer qu'il y aura une prise de parole à un moment. Après, on peut imaginer une prise de parole extrêmement solennelle, comme l'a dit Anne-Charlène, à 20h. Alors là, c'est vraiment une adresse à tous les Français. Ça nous rappelle le Covid, les vœux du 31 décembre. Enfin, on est sur des formats très solennels, j'allais dire. Mais il y a 1000 façons de faire aussi. Il y a peut-être un moment où quelqu'un, au sommet de l'État, va se dire, est-ce qu'on reçoit les leaders syndicaux, par exemple. Quand vous avez, je le disais, 4 manifestations de suite qui se passent dans le calme, dans l'ordre, avec ce côté force tranquille, et que vous dites non, c'est bon, ils ont le droit de manifester, mais on ira jusqu'au bout. Il y a un moment, quelqu'un va devoir dénouer cette crise. Donc ça, c'est un format possible. Après, il en a inventé 1000 des formats. Emmanuel Macron, je parlais des réseaux sociaux, mais je veux dire, que ce soit dans la presse, que ce soit... Quand il faut parler, il y a 1000 façons de parler. Il faut juste trouver la bonne. Mais je pense que c'est vrai qu'en termes de timing, ce qui est important, c'est le moment, et que pour l'instant, il ne juge pas que le moment soit... Oui, alors cette critique, elle est évidemment aussi exprimée par Jean-Luc Mélenchon. C'était ce samedi lors des manifestations. Quoi qu'on fasse, c'est comme si on ne faisait rien. Quoi qu'on dise, c'est comme si on ne disait rien. Alors, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est du mépris ? Est-ce que c'est une volonté d'essayer de faire craquer les gens à force d'usure, en quelque sorte ? Donc c'est très mal ressenti, parce que les syndicats, leur tradition, c'est la négociation à tous autant qu'ils sont. Donc ils ont l'habitude que, quand le ton commence à monter un peu, on discute. Et là, on ne discute pas. Le pouvoir macroniste est là, ancré dans ses positions, essaye de faire peur, d'intimider, de dire aux gens vous perdrez de l'argent en vain, en faisant grève, etc. Et c'est très mal vécu. Maxime Kijoux, le président de la République a commencé son premier quinquennat, on peut le dire en snobant plutôt les corps intermédiaires. Est-ce que finalement, il a dit j'ai changé, je vais vous proposer une gouvernance différente, mais est-ce qu'on n'est pas un peu dans cette continuité-là ? Force est de constater qu'on a affaire à une espèce de caporalisation du dialogue démocratique, en fait. C'est-à-dire qu'on assiste à, effectivement, l'idée que seule, en fait, la personne du président de la République a autorité sur l'ensemble des décisions du pays. Sauf que la tradition démocratique, même si on est élu, pousse aussi d'autres formes démocratiques. Et les syndicats sont des forces démocratiques, il ne faut pas l'oublier. Ils ont une onction électorale également. Donc, il y a une espèce... Même si les Français sont quand même peu syndiqués. Mais c'est pas une question de syndicalisation. Ça retire rien au fait qu'il soit choisi, il soit élu démocratiquement. Il faut rappeler que les Français salariés votent. Les élections professionnelles sont des élections qui sont relativement suivies, autour de 70% de participation. Donc ce sont des espaces démocratiques importants. Et effectivement, même si les organisations syndicales sont peu syndiquées pour des raisons spécifiques à la France, où le syndicalisme est une espèce de participation militante plus qu'une syndicalisation un peu forcée qu'on pourrait retrouver dans d'autres pays européens, elle est quand même marquée d'une légitimité démocratique que le président de la République visiblement a oublié. J'ai l'impression qu'il y a un problème de culture politique finalement. C'est-à-dire qu'on a affaire à quelqu'un qui vient d'un espace qui n'était pas l'espace politique, et j'ai l'impression qu'il y a une espèce de rupture en fait en ce moment, et qui est très forte et qui se marque en fait par l'absence absolue de négociation avec les corps intermédiaires. Caporalisation, est-ce que vous reprenez ce terme ? Est-ce qui vous fait réagir ? Il y a quelque chose en tout cas de réel là-dedans, c'est que Jean-Luc Mélenchon parlait de culture du dialogue dans la syndicalisation, dans l'histoire sociale française finalement. C'est-à-dire que c'est vrai que l'idée c'est que chacun montre un petit peu les muscles et puis que à force on en arrive à dialoguer. Ici finalement on le voit bien depuis le départ, le gouvernement a choisi un cap sur lequel il décide de montrer de la fermeté. Il y a une méthode, alors qui ne peut pas être forcément qualifiée de dure, puisqu'on voit bien d'ailleurs que dans les derniers jours, il y a beaucoup plus d'ouverture dans le dialogue, etc. Mais on voit bien que les lignes de force ne bougeront pas. Donc oui, caporalisation, en tout cas, cette idée de dire qu'on n'est pas dans le dialogue nécessairement. La question, c'est jusqu'à quand ? On a parlé de savoir si la parole présidentielle allait arriver. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où, vous parliez aussi de réception des syndicalistes, est-ce qu'il n'y aura pas un moment où il va falloir faire circuler ces deux mondes ? Parce que
Il y a une chose est-ce qu'il n'y a pas une part d'hypocrisie, parce que vous l'avez dit, de toute façon, la mesure d'âge, elle est là. Qu'est-ce qu'il y a à négocier, quoi. Les marges, ça s'invente. Il y a un moment où on peut dire, je touche pas à mon projet, est-ce que t'en veux? Non, j'en veux pas. Alors je n'y touche pas. Il y a un moment, on est obligé de décaler des choses quand même. Donc tout le monde démarre avec des positions très fermes, et puis c'est l'objet de la négociation. Donc la marge, c'est quoi? C'est 63 au lieu de 64, mais à ce moment-là, dans l'équilibre recherché par le gouvernement, on n'y est plus. Sur le calendrier d'application, sur la modalité de mise en œuvre. Les carrières longues, etc. Plus que du caporalisme, moi je trouve que c'est... Emmanuel Macron pourra peut-être faire passer sa réforme, mais il aura échoué à quelque chose, c'est à sortir ce pays de l'immaturité politique et démocratique. Il fait comme les autres, à la façon des autres, des lois qui sont contestées dans la rue et qu'il applique fermement. Il y avait une promesse dans sa première élection, en tout cas, de renouveau, de faire autrement, d'inventer une autre forme de démocratie, que ce soit au Parlement avec la proportionnelle, ou que ce soit dans une culture du dialogue, de la négociation, de la conciliation, voire de la coalition, un peu comme certains de nos partenaires européens. Sur ce point de vue, c'est un échec total. Anne-Charlène Bizet, vous dites même qu'on est peut-être à l'aube d'une crise de régime. Pourquoi vous employez cette expression? Notamment parce qu'en fait, j'ai le sentiment qu'il ne peut pas y avoir de bons résultats à l'issue de cette crise que nous vivons. Si le gouvernement abandonne sa réforme, c'est un échec de la démocratie élective et une victoire de la population syndiquée. Mais si le gouvernement va au bout de cette réforme avec les mécanismes parlementaires que lui permettent la Constitution, c'est un échec pour l'assise populaire de ce gouvernement. Donc de toute façon, on est dans un schéma, si on reprend Nicolas Sarkozy avec le gagnant-gagnant, là on est dans le perdant-perdant de toute façon, puisque personne n'a intérêt à ce qu'il y ait un échec des deux. Et peut-être qu'on se rend compte que finalement, si les mécanismes constitutionnels permettent au Parlement de faire passer des lois qui ont la certitude de cliver à ce point-là le peuple français, c'est quand même qu'il y a un problème de forte étanchéité entre les deux circuits qui sont quand même censés communiquer. Et c'est le principe de cette nouvelle méthode, c'est même le principe sur lequel est assise la démocratie. Donc là, on aurait une tentation d'opposer les représentants aux représentés. Il faut faire attention, c'est ça qui a quand même démarré la crise des Gilets jaunes. Frédéric Michaud, au début de ce mouvement, il y avait, et vous nous l'avez dit, il y a ce soutien populaire qui est aux 2 tiers des Français, mais en même temps l'idée que de toute façon la réforme, elle allait passer, une espèce de fatalisme. Est-ce que ce fatalisme est toujours là? Alors il se maintient. Il se maintient et à un niveau élevé, aux alentours de 70%. 70% des Français qui s'attendent à ce que la réforme soit votée et soit appliquée. Et ça, évidemment, c'est un indicateur qui, pour l'instant, joue très largement en faveur du gouvernement, ce sentiment de fatalisme, l'idée que, de toute façon, les jeux sont joués. Et c'est sans doute un point sur lequel s'appuie le gouvernement. Si cet indicateur venait à se dégrader, on serait dans une configuration politique bien différente, avec un élément de risque d'opinion beaucoup plus élevé pour le gouvernement. C'est intéressant aussi de noter que, rétrospectivement, si on regarde la réforme de 2019, là aussi, on avait eu une situation de blocage qui s'était étalé sur plusieurs jours et même sur plusieurs semaines, sans que le gouvernement ne cède sur une réforme qui était d'une ampleur beaucoup plus importante. Oui, là, c'était une réforme du système des retraites. Exactement. Pas seulement la mesure d'âge. La grande différence étant le soutien de la CFDT dès le début. Oui, mais je veux dire aussi que face à des blocages importants, le gouvernement avait tenu. Oui. Et donc, peut-être qu'il est aussi d'une certaine manière, en tout cas le chef de l'État, dans cet état d'esprit qui est renforcé évidemment par le fait qu'il a fait du vote de cette réforme un élément majeur de son quinquennat et que, comme vous l'avez bien dit, s'il abandonne cette réforme, s'il cède sur cette réforme, le reste de son mandat sera sérieusement handicapé et sa légitimité politique fortement détériorée. On va parler maintenant grâce à Quentin Calmet qui est juste derrière le rideau de Sens Public. Bonsoir Quentin, bienvenue. D'un élément crucial, évidemment, on l'a un peu évoqué, mais très rapidement dans ce débat, élément crucial dans cette réforme des retraites, c'est le calendrier parlementaire, l'examen de cette loi au Parlement. Oui, c'est vrai que depuis fin janvier, on voit un double mouvement, celui des mobilisations syndicales dans la rue et également celui de la séance au Parlement. Et de plus en plus, les syndicats qui s'organisent pour que leur date de manifestation colle avec des moments forts de cette séance dans l'hémicycle. L'exemple avec la prochaine date de mobilisation, l'intersyndicale qui appelle à battre le pavé le 16 février. Ce sera alors la 5e journée d'action. Eh bien, c'est un moyen de mettre de la pression sur les députés car c'est la veille du dernier jour de l'examen de la
la réforme en séance à l'Assemblée nationale. L'idée est donc bien de peser sur le débat parlementaire qui doit se terminer pour les députés vendredi soir à minuit a priori. Et le texte est ensuite transmis au Sénat. Et justement, la deuxième date qui est déjà fixée par l'intersyndicale, là aussi, elle peut être liée au calendrier du Sénat. Voilà, c'est ce qu'effectivement ont écrit les syndicalistes dans leur communiqué. Si malgré tout le gouvernement et les parlementaires restaient sourds à la contestation populaire, l'intersyndicale appellerait à durcir le mouvement en mettant la France à l'arrêt, c'est là qu'ils ont utilisé cette expression, dans tous les secteurs le 7 mars. C'est ce qu'ils ont écrit samedi dernier. Alors pourquoi cette date? Déjà parce que nous serons en plein dans l'examen du texte au Sénat. Regardez plutôt, le texte arrive en séance le 2 mars ici à la Chambre haute pour être examiné tous les jours, week-end compris, jusqu'au 12 mars, la date maximum pour les sénateurs. Autre raison de cette date du 7 mars, ce sera la fin des vacances scolaires. Depuis plusieurs jours, on entendait les syndicats dire que ce serait un moment important pour relancer le mouvement. Écoutez par exemple Benoît Test à la FSU, un syndicat qui compte beaucoup d'enseignants et qui nous a explicité cette stratégie. D'abord maintenir la mobilisation à haut niveau, donc probablement il faudra de nouveaux temps forts et prévoir d'ores et déjà que le fait de monter d'un cran, ça sera la semaine du 6 mars. Pour nous, il faudra que dès que toutes les zones seront rentrées, le 6 mars, on organise un truc qui monte encore en puissance. La barre est très haute, donc on dit ça avec toute l'humilité qui est la nôtre et il faut que les salariés nous suivent, il faut qu'il y ait plus de monde encore qui viennent dans les mobilisations. Mais on y compte bien et on y croit et on pense que c'est possible. On voit Thomas, tout va donc s'accélérer à partir de la semaine du 6 mars, en l'occurrence à partir du 7 mars, puisque dans le même temps vont être lancées les premières grèves reconductibles. C'est le cas dans les transports, c'est ce qu'a annoncé la CGT Cheminots. Les syndicats vont donc faire monter la pression d'un cran bien supérieur et ce sera pile au moment de la fin de l'examen du texte au Sénat. Merci beaucoup Quentin. Maxime Kijou, est-ce qu'il y a une stratégie? Alors c'est une question qui est un peu vieille comme les mouvements syndicaux. Très longtemps, on parlait de la CGT et du Parti communiste français, d'une stratégie commune. Est-ce que d'après vous, il y a des échanges, une stratégie commune entre la NUP au Parlement, en ce moment à l'Assemblée, et les dates, les choix faits par le mouvement syndical? Alors, je ne crois pas. Je crois que... Non, mais je pose la question ouverte. Non, ça fait un D'ailleurs, dans le premier sujet, on a entendu Philippe Martinez qui disait « J'aimerais bien quand même que l'article 7, qui est l'article qui porte sur la mesure d'âge, soit examiné et discuté à l'Assemblée. » Très clairement, il y a des stratégies différentes, voire divergentes en fait, sur la façon de bloquer le texte. J'ai l'impression que la NUP est dans une perspective d'obstruction pour éviter le débat, avec une idée peut-être que derrière, le Conseil constitutionnel, dans un contexte de forte mobilisation, rejette finalement le texte pour des raisons, alors je ne suis pas juriste, mais pour des raisons juridiques, mais aussi pour des raisons sociales, et alors que la stratégie syndicale est plutôt basée sur l'idée de laisser le travail démocratique parlementaire s'exprimer et ensuite de faire ce qu'on dirait d'un naming and shaming, de désigner en fait les responsables politiques de leur action démocratique néfaste en fait pour la réforme et pour les salariés. Alors justement, on en parlait de cette stratégie de la NUP. Je vous propose d'entendre Gabriel Attal, ministre de l'Action des Comptes Publics, sur les 20 000 et quelques amendements déposés par la NUP. Vous avez, de la part des oppositions, un choix qui est celui de bloquer le débat. Avec 20 000 amendements qui ont été déposés, il faut regarder les amendements. Quand vous avez un amendement qui dit on va remplacer le mot index senior dans la loi par index feuille de salade, c'est ça qui est écrit. Quand on va faire une batterie d'amendements pour dire la réforme des retraites va rentrer en vigueur en 2050, en 2060, en 2070, est-ce que vous ne craignez en 2080, pas de tous en payer le prix de ça au final? Moi, je pense que personne ne sort gagnant d'un tel spectacle et d'une telle situation. Je voudrais, il nous reste un peu plus de 5 minutes, qu'on parle quand même des violences verbales à l'Assemblée nationale. Dernière en date, c'était en cette fin d'après-midi, un député LFI, Aurélien Saint-Toul, qui a traité Olivier Dussopt d'imposteur et d'assassin en pleine séance. La séance a été suspendue. Anne-Charline Bézina, est-ce que c'est particulièrement violent? Là aussi, si on fait un peu d'histoire républicaine, l'Assemblée a été, dans notre histoire, le lieu de violences verbales, de violences physiques parfois. Est-ce que c'est une période particulière? Oui, au niveau de la tension, au niveau aussi du climat qu'on retrouve être un petit peu le même dans la rue, etc. Enfin, on voit qu'il y a un dialogue de sourds, on en a déjà plusieurs fois parlé. Néanmoins, en termes de tradition parlementaire, je ne suis pas sûre qu'on puisse vraiment parler de... Alors,
Peut-être a-t-on passé un cran, mais notre tradition parlementaire est vraiment celle de la violence. C'est le marché d'Astérix. On a des micros filtrés comme on les aurait pour des festivals à l'extérieur, tellement on n'entend pas les gens parler, puisque tout le monde se crie dessus. Ça, c'est vraiment la manière dont on a de débattre depuis 1791. Ça a toujours été le cas. Sous la Troisième République, on racontait même que tout se terminait par des duels entre les sénateurs. C'est pour ça que je disais qu'il y a eu des périodes encore plus avec violentes, des périodes de corps à corps. Néanmoins, c'est vrai que quand on entend, dans le compte-rendu des débats, quand on voit, je vais en venir aux mains, quand on voit des invectives personnelles, je dirais qu'il y a peut-être un niveau de personnalisation dans les atteintes qui sont faites aux députés qui est un petit peu inédite. Et j'ai le sentiment aussi qu'on a en plus le sentiment qu'il n'y a que ça dans ce débat, parce qu'il n'y a même plus de discussion sur le fond, il y a juste des gens qui se crient les uns sur les autres, alors qu'avant ça faisait partie d'un théâtre plus général. Donc on a tendance à plus porter l'œil par rapport au fait aussi qu'on a plus que ça à se mettre sous la dent. Il y avait eu évidemment aussi Thomas Porte, l'autre député LFI, qui a posé cette photo avec un ballon avec l'effigie d'Olivier Dussopt. Il a été d'ailleurs soutenu, Thomas Porte, par Jean-Luc Mélenchon. C'est un peu la stratégie Frédéric Michaud, Jean-Luc Mélenchon. Il y a créer du conflit pour réveiller les consciences populaires. C'est la stratégie du leader de LFI depuis longtemps. Oui, c'est ça. C'est porté par une forme de présence assez forte à l'Assemblée nationale. Les exaspérations, les frustrations qui peuvent exister dans l'ensemble de la société. Donc ça, c'est une fonction de représentation. On porte la colère du peuple. Et effectivement, cette partie de l'hémicycle s'inscrit dans cette tradition qui est effectivement une tradition française de conflits idéologiques qui s'expriment verbalement. Peut-être la différence par rapport à ce qui était observé précédemment, c'est la caisse de résonance des réseaux sociaux qui donne de la visibilité à des éléments qui, auparavant, étaient simplement retranscrits dans les débats. Et quand on voit les choses couchées sur le papier, ça n'a évidemment pas le même effet que quand on les voit en vidéo. Mais cette tradition politique, surtout dans des périodes, sur des textes très conflictuels, elle a toujours existé. Seulement aujourd'hui, on la voit davantage. Ouais. L'excès et l'injure avilissent pas la politique. C'est ce que disait à la une de nos confrères du Parisien aujourd'hui en France hier, ce dimanche, l'ancien Premier ministre et l'ancien ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Mais que pèse encore cette gauche, Mathieu ? La gauche de Bernard Cazeneuve, il faut d'abord qu'elle se compte, j'ai envie de dire. D'accord. Tout le Parti socialiste dont il est issu a quand même fait 1,75% à la présidentielle. Juste pour rebondir, je dirais que c'est pas forcément plus violent, mais il y a moins de talent. Et on est davantage dans un niveau d'agressivité. Moi, c'est ça qui me frappe. Anne Charlène l'a souligné, d'agressivité personnelle et pas forcément dans une stratégie de grands orateurs qui échangent des arguments. Il n'y a plus ça aujourd'hui. Et c'est vrai que les réseaux sociaux ont changé la donne. Avant, les députés, les sénateurs venaient très présents dans l'hémicycle au moment des séances de questions au gouvernement qui étaient retransmises à la télévision, mais c'était à peu près le seul moment. Aujourd'hui, chacun peut avoir son petit morceau de bravoure. Et d'ailleurs, ils font leur autopromo eux-mêmes en retweetant, en repostant leur tirade. Donc ça ne fait pas progresser le débat, ça c'est sûr, parce que pour l'instant, on a très peu parlé du fond, un petit peu dans l'article 1 sur les régimes spéciaux, mais certainement pas sur la suite. Et c'est calamiteux pour l'image que ça renvoie du Parlement, quand on dit que les gens sont coupés de la politique. Le spectacle qui est donné, toutes oppositions, toutes majorités confondues, est quand même assez désolant. Oui, et il y en a une qui est, elle aussi, très discrète, avec Michaud, c'est Marine Le Pen. Alors oui. Est-ce que cette discrétion lui profite ? Là aussi, on est dans une logique par rapport à sa volonté de respectabilité, de recherche de responsabilité. Le contraste, il est saisissant. Quand les députés LFI sont dans la violence verbale, les députés RN, sauf rares exceptions, se tiennent. Mais c'est une logique de communication, qui est d'ailleurs appliquée depuis le début de la législature, de vouloir à la fois jouer le contraste avec, disons, l'autre partie de l'hémicycle, l'autre extrême dans l'hémicycle, et puis cette recherche de respectabilité, cette volonté d'apparaître en capacité d'exercer des fonctions gouvernementales lors des prochaines échéances. Ça passe par ce comportement plus stable, plus calme. Alors c'est pas toujours bien maîtrisé, mais en tout cas ce sont les consignes qui sont données par Marine Le Pen à son groupe. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat. À bientôt sur Public Sénat.